Alors on avait découvert Twingo un peu de loin, là on la voit de plus près, un petit peu plus finalisée, c'est toujours aussi sympa. Le design est une reprise d'un grand succès, donc ça aide bien. Donc on est bien sur une 4 portes. Et surtout, vous allez le voir, on a la découverte de ce qui se passe à l'intérieur. En particulier, vous verrez le détail avec une banquette modulable et pas mal de choses sympas. Mais en tout cas, on la voit de plus près. Et l'intérieur vaut aussi l'extérieur. Et ce que je n'avais pas bien vu, ce qui est assez sympa, c'est cette lunette arrière un peu bulbeuse qui fait un peu penser à une Honda des années 60. Le grand toit, on verra si c'est conservé, en tout cas disponible de série, mais en tout cas, allez, super choupette. Ça va être la guerre entre Renault 5 et Twingo en termes de positionnement. Je ne sais pas trop comment ils vont gérer. Vous avez compris, on va parler de Twingo qu'on a déjà vu extérieurement, mais l'avancée, la nouveauté, c'est l'intérieur. Vous allez voir si j'arrive à ouvrir, voilà, avec, on découvre un peu la modularité avec la banquette, clairement sera coulissante et basculant dans deux parties 50-50 comme celle d'origine. Les dos de siège qui sont un petit peu sympas, les appuis-têtes aussi qui sont assez design, et les panneaux de porte assez travaillés, assez fun avec des touches de couleur comme on avait sur la version d'origine. La sellerie aussi qui fait un peu Kenzo par rapport aux origines, et la planche de bord qui est quand même un peu dans la mouvance de ce qu'on a vu sur Renault 4, Renault 5, avec des petits commodos un peu rigolos. C'est assez sympa, assez fun, on retrouve vraiment l'idée Twingo, et avec des petits détails comme ça, comme pour raccrocher le câble de recharge. Vous l'avez compris, tout Stellantis est bien en Belgique, et on sent que c'est important pour les marques du groupe, et en particulier avec une présentation, une première mondiale avec la Junior. Alors je vais aller plutôt par là parce qu'il y a du monde sur la noire, et qui est présentée surtout en version Q4, c'est-à-dire avec un petit moteur, enfin le même moteur qui sert à l'hybridation, mais qui est mis sur le train arrière et qui fait que vous avez, quand vous avez besoin, 4 roues motrices. Donc c'est disponible sur 2 niveaux de finition. Je reviens sur la noire qui est sympa. Pareil, j'aime bien aussi, c'est un peu comme ce que j'ai pu dire sur l'Ancia. Je trouve que le design est plutôt réussi. Et là aussi, j'ai du mal sur le positionnement de la marque, un peu trop macho pour moi et qui ne parle pas assez du plaisir de conduite. C'est un petit clin d'œil à un ami avec qui on a discuté de ça hier. Mais définitivement, j'aime bien. Je vais regarder si on en a une avec les gros sièges de sport à l'intérieur. Non, ça c'est du siège classique. Et pareil, je comprends pas trop. On ne peut pas avoir les sièges de sport sur tous les niveaux de finition. C'est assez rigolo. C'est que sur les grosses motorisations. Mais en tout cas, c'est sympa. Allez. Et je continue sur le stand. Il y a un Tonale hybride, un Stelvio, parce que ça se vend encore un peu plus en Belgique parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes de taxation. Et surtout cette auto qu'on a déjà vue quelques fois, mais qui est une Stradale, qui est définitivement très sympa, ouverte. Je fais découvrir. C'est définitivement une très belle auto, et puis avec ses jantes historiques de chez Alfa, c'est carrément sympa. En tout cas, voilà, un joli stand. Et là, vous vous dites, où est-ce qu'il est le bouet? Parce que le logo vous dit rien, le numéro vous dit rien. On est chez Leapmotor, qu'on va voir beaucoup parce que ça fait partie de la constellation Stellantis. Donc C20 que l'on a vu au mondial, je pense que c'était même cette version-là avec le vert. Une C10 plus passe-partout en termes de look, avec un gris clair. Donc c'est un peu plus petit que la C10. C'est tout ça, c'est très passe-partout avec un intérieur un peu clair, mais par contre ça fait, je trouve, très rétro. Et puis la nouveauté, c'est la 03 Design, c'est annonciateur de ce qui va arriver, la T03, donc la petite, pas chère, et qui a priori sera assemblée, intégrée partiellement à Paris en Europe. J'ai essayé de travailler un peu, de faire le tour. Attention, pardon, hop, je repasse avec l'avant. Donc avec un tarif, alors on va regarder s'il y a un tarif qui est affiché par rapport à ça. Il y a juste les caractéristiques. Et donc ça sera avec une petite batterie et 95 chevaux et une petite charge en 48 kW. Donc petite config citadine. La question sera le prix de ce véhicule. On se retrouve sur le stand DS. Je vais faire un peu le tour. On va commencer par la DS numéro 8, pas DS8. Vous l'avez déjà vu à beaucoup d'endroits, la communication a bien fonctionné. En effet, quand on la voit en vrai, c'est très long. L'arrière n'est pas désagréable.
Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, tout sera question, ça reste quand même que du full électrique. Peut-être qu'il y aura-t-il une hybride sur la même plateforme qui est prévue chez Lancia. Est-ce qu'elle arrivera aussi chez DS? Et une question de prix, parce que ça compte aussi beaucoup. Je vais vous ouvrir pour vous faire découvrir, hop, l'intérieur. Alors, il y a des choses qui sont très qualitatives sur la matière comme ça. Par contre, de l'autre côté, vous avez des plastiques très très durs. Ces impressions comme ça, je suis dubitatif. La console aussi, avec on passe en hyperespace, j'ai l'impression qu'ils ont appelé Elon pour avoir des nouveautés. Bon voilà, on va regarder à l'arrière aussi les passe-passe qu'il peut y avoir. C'est pas gigantesque pour un véhicule électrique, je suis un peu déçu sur l'espace aux jambes derrière. Et c'est très creusé, donc ça me fait penser un peu à une EQS. Comme la ligne de toit est très fuyante, ils ont beaucoup creusé pour garder de la hauteur sous toit. C'est pas obligatoirement évident. Bon, voilà, à voir, mais je suis pas sûr que ça sera le produit qui sauvera la marque de chez Stellantis. Mais j'aime plutôt pas mal, donc vous avez encore, je vous fais un petit tour. C'est un peu dans les gris, donc ça manque un peu de subtilité. Une DS7, une DS4 et puis une petite DS3. Allez, je continue, je finis le tour, hop, je vous emmène et on fait un petit tour avec une DS3. Voilà, vous avez fait le tour du stand DS de Bruxelles. Alors on se retrouve chez BMW parce qu'il y a une nouveauté qui existait depuis longtemps dans la gamme série 1, série 2, mais qui apparaît avec le festif en complément du festif de la série 1 que vous avez ici. On y reviendra parce qu'il y a un intérieur assez sympa dans cette voiture-là. Donc c'est la série 2 Grand Coupé. Alors moi j'aimais bien la version précédente, c'est-à-dire en gros c'est la berline de la série 1, mais avec un arrière un peu fuyant, avec un petit coffre qui donne du dynamisme. Et alors ce que j'aime bien sur cette auto-là, et on verra la comparaison avec la série 1, c'est que vous avez l'intérieur M Sport avec l'éclairage, les petites coutures, les sièges sport. Et ce qu'on va aller voir dans la série 1 qui est juste à côté, je referme la porte, c'est là, donc avec un petit aileron comme ça derrière. Et donc la série 1 qui est là-bas, j'ai essayé de me faufiler. Elle a le pack M Sport et surtout, hop, j'ouvre. Elle a un petit truc rigolo, j'ai essayé de me caser comme ça, voilà. Et elle a l'optionnel, un optionnel de siège qui est plus baquet et surtout avec le petit rétro pour les fans, le rétro-éclairage dans le siège. Je vais quand me rapprocher, hop. Le rétro-éclairage dans le siège avec moteur sport, ça rigole pas. Ça fait super luxe avec les sièges réglables. Avec l'intérieur, avec le très grand écran que je vous donne de la série 1. Voilà, donc c'était un petit point nouveauté au salon de Bruxelles du côté BMW. Alors on est chez Fiat et avec la Grande Panda, et je trouve que j'ai commencé par l'avant pour vous montrer ça parce que je trouve que ça c'est peut-être l'innovation majeure de la voiture, c'est qu'il y a un dérouleur intégré qui fait que la prise elle sort de son petit nez et elle se range, et ça je trouve ça génial. Enfin un constructeur qui innove sur ça. On n'a pas le stock de câbles dans le coffre, dans des sacs comme en 1925. Enfin en 1925 il n'y avait pas beaucoup de voitures électriques rechargeables avec un câble, mais en tout cas à domicile. Et je trouve que c'est carrément malin. Quant au look, bon elle est jaune à pète. Moi je trouve ça plutôt sympa. C'est un petit côté R5 aussi sur le côté jaune. L'intérieur il est aussi très fun avec les boîtes à air là comme ça, avec une petite idée de reprendre la planche de bord de la Panda d'originelle avec la grande bannette dirigée là, avec la console qui est là et les sièges qui sont aussi pas mal travaillés. Voilà, c'est assez classique. Et on va finir avec une vue arrière qui est plutôt sympa. Alors a priori je vérifierai, mais c'est que on va même ouvrir. Est-ce qu'on va ouvrir? Est-ce qu'on va pouvoir avoir? Voilà. C'est que vous avez la charge rapide qui est là et la charge en AC qui est à l'avant. Vous avez compris, c'est une Abarth. On l'a déjà vu un petit peu, mais je trouvais sympa, vu la coloris qui est très très flash, de la refaire, de la représenter. Je trouve pas ça désagréable en termes de look. Et puis montrer aussi l'intérieur avec les sièges. Alors il y a un diffuseur énorme, malheureusement il n'y a pas d'échappement, vous avez compris, parce que c'est du full élec. Et à l'intérieur les panneaux sont en plastique, mais par contre les sièges
sont très travaillés, que ce soit dans le dessin dans l'Alcantara, qu'avec les touches jaunes, et aussi avec la console centrale. Alors je vous ai fait découvrir la Grande Panda, et puis après je reviens sur cette petite série limitée Giorgio Armani sur la 500E. Je trouve qu'elle est un peu fadasse parce que l'intérieur est en cuir et on le voit à peine. C'est un peu dommage, les jantes sont un peu sympas, mais je trouve que Fiat nous a habitués à des plus belles séries limitées. Une Pandina, donc la Panda historique, rebadgée, retravaillée, qui est toujours aussi choupette. Je pense que la question du tarif fait aussi que ça se vend ou ça ne se vend pas. Ça, c'est un autre sujet. C'est un peu le problème aussi chez Stellantis, c'est-à-dire l'aspect prix-produit. La Grande Panda, vous avez compris que j'étais assez fan, je trouvais ça assez sympa et qu'on retrouvait la créativité chez Fiat. Une 600 qui doit être thermique, cette affaire-là. C'est une 600 classique, un peu ce qui se vend, parce que c'est pas toujours hyper génial de vendre de la 600E. Ça, on va y revenir parce que j'adore. Une 500 Abarth avec une couleur acidulée, et je vous en ai déjà parlé aussi en focus, la 600 Abarth. Et puis je refais un petit tour parce que la Topolino c'est quand même juste magique. Il faut féliciter Fiat d'avoir fait un truc super génial en réutilisant ce qu'avait fait Ami et en faisant un truc carrément plus sympa, même si Ami pour moi j'étais déjà très fan, mais c'est vraiment super cool et mignon. Salut, on est chez Lancia. Alors je vous fais découvrir, je commence par le plus sympa. C'est que, bon, en termes de positionnement, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, Lancia revient en rallye, commémore le fait qu'il y avait un petit peu les histoires de HF, de Lancia Delta, etc. Donc là, vous avez la version toute stickée. Il y a une version Martini, celle-là, elle est aussi rigolote par rapport aux champions. Des fois où la voiture a été championne du monde avec un clin d'œil avec l'éléphantino. Donc c'est sympa. Moi, j'assume de dire que cette auto, je m'y suis habitué et que j'aime plutôt. Je trouve que j'aime pas tous les coloris, mais en tout cas, j'aime bien même la face avant. Je trouve qu'en photo, on avait vraiment l'impression que c'était une 208 et j'ai perdu cet aspect-là. J'aime beaucoup l'arrière avec la partie noire qui fait comme un aileron, donc qui est très sportif. Alors que le supposé positionnement, c'est le haut de gamme. Donc je suis perdu sur le positionnement. Le produit, pour moi, est trop cher. Mais par contre, je trouve que c'est plutôt très sympa. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je prends du temps. Et définitivement, travailler comme elle a été travaillée là, avec la partie noire au-dessus, ça ressemble vraiment à une Delta intégrale. Moi, je trouve ça très sympa. Alors, une des premières européennes qu'on voit à Bruxelles, que je n'avais pas vu venir, c'est la Mazda 6e, donc full électrique. Donc, c'est une grosse nouveauté aussi chez Mazda de se lancer dans le full élec, avec un look très lissé et plutôt très sympa. Parce que on va faire des... Ça reste concurrent pour moi d'une Tesla Model 3. Vous allez voir avec un intérieur très travaillé, en tout cas dans la version qui est présentée, avec une sellerie claire, un très grand écran central, beaucoup de place à l'arrière, bien classique pour un véhicule électrique. Et l'arrière très original avec pareil la recherche au maximum de l'optimisation aéro, avec une petite queue de canard et un arrière qui a du style, qui fait un petit peu Aston Martin rapide. Les gens à qui je vais dire ça vont me prendre pour un fou, mais je trouve pas ça désagréable. En tout cas, c'est différenciateur. On voit que vous avez autre chose qu'une énième voiture coréenne ou chinoise. C'est plutôt très sympa. Alors j'ai découvert cette marque DR Automobile en Italie cet été. Alors ils ont DR et ils ont aussi Sport Equip. Alors là c'est une version hybride où ils ont aussi un 4x4 assez rigolo. Alors chez nous c'est pas possible parce que vous devinez bien qu'en termes d'émissions les Belges ne travaillent pas de la même façon. Nous c'est pas envisageable. Après il y a du SUV hybride essentiellement. Et donc ces deux gammes, il y a DR et Sport Equip, vous voyez, vous avez le logo qui est en version un peu travaillée. Donc c'est des bases de véhicules chinois qui sont adaptés, retravaillés pour l'Europe par rapport à l'importateur qui est à la base italien et qui a priori a mis une antenne en Belgique pour développer ses ventes. Mais vous voyez, on est quand même sur des choses avec des tarifs qui sont très réduits et des véhicules assez valorisants avec du cuir, avec des teintes un peu sympas, des grosses roues. On va essayer d'en ouvrir une. Attention, est-ce que ça marche? Est-ce que je vais avoir le droit? Oui, hop. Vous voyez, avec des inserts façon bois. Bon, c'est du chinois très classique, mais c'est intéressant à souligner parce que je pense qu'ils se sont fait les dents sur l'Italie et on risque d'en voir un petit peu. On l'avait déjà découvert un peu en privé. Voici le Facelift relativement léger du HR-V de chez
Honda, donc une plateforme qui ressemble à la petite Civic, qui est plutôt sympa, que j'avais beaucoup aimé. Donc une plateforme technique plutôt très sympa et avec un look moi aussi que je trouve pas désagréable. Je trouve qu'elle montre, voilà, il y a des petites retouches avec toujours l'aspect ventilation qui est travaillé d'une façon un peu spéciale. Du grand classique, des petites retouches de ci de là sur les bas de caisse, sur les feux. Ça reste du Honda très classique, mais en tout cas toujours aussi sympa, moi je trouve, ce petit SUV. On se retrouve sur Mini pour une nouveauté qui pour moi est très importante, c'est une nouveauté thermique. Vous la reconnaissez à ses passages de roues en plastique noir et non peint, la nouvelle Mini Cabriolet. Donc avec un intérieur qui est super clair, la capote en façon Union Jack comme d'habitude, un look pas mal et surtout avec les phares qui sont les anciens phares, c'est-à-dire qu'on n'a pas les phares de la génération électrique biseautés et on a les vrais phares de Mini, donc je reconnais que je suis plutôt fan et de toute façon je suis amoureux de cette auto. C'est vraiment encore un des rares produits avec MX5 un peu fun, un peu sympa sur le marché, un peu cher malheureusement, mais qui est vraiment sympa. Les jantes qu'il y a en présentation sont aussi très cool. C'est une voiture très cool que j'espère nous découvrirons en essai complet. Grosse nouveauté chez Suzuki, c'est l'arrivée d'un produit full élec, alors qui est le petit frère, grand frère, équivalent cousin du Toyota Fun Cruiser. Alors je vous ferai aussi une vidéo où vous serez à la découverte des écarts et des différences qu'il peut y avoir avec le Toyota. Mais en tout cas, c'est le même gabarit, la même plateforme. Vous voyez, les emboutis sont aussi très largement communs. Alors celui-là, il est travaillé en vert et vous verrez la version Toyota que je n'ai pas encore vue, que nous découvrirons. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est a priori une très grande habitabilité parce que les portes arrière sont très longues et plutôt sympa. Mon petit complément avec vue vraiment intérieure, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire avec beaucoup de place à l'arrière. Sellerie Biton Sky et tissu. On comparera avec ce qui se fait chez Toyota. En tout cas, un intérieur un peu sympa, un peu différent avec la planche de bord en marron. On va voir aussi ce que peut proposer Toy, mais en tout cas, c'est assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude chez Suzuki, où c'est un peu plastique noir et tissu foncé. Alors, on se retrouve chez Toyota. Quand je vous ai parlé de cette voiture, j'en ai parlé chez Suzuki, je l'appelais Fun Cruiser parce que je suis neuneux et parce que c'était une des parties de la présentation. Mais c'est l'Urban Cruiser. Alors, vous ferez le jeu des 7 erreurs avec la version Suzuki. Là, elle est présentée en plus clair, donc on voit un peu plus ces lignes. C'est très important pour Toyota parce que c'est le deuxième véhicule électrique de la gamme après le BZ4X, donc c'est plus petit, plus de segments. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa, très habitable comme j'ai pu le dire par rapport au Suzuki, avec deux batteries 49-64 et aussi une possibilité d'avoir 4 roues motrices, ce qui est aussi une des spécificités un petit peu chez Toyota, qui est un vrai plus par rapport à ça. Alors, pas de nouveauté à proprement parler sur le stand Audi à Bruxelles, mais comme on est en Belgique et que la clientèle est acheteuse de très belles et très grosses autos, le stand est particulièrement fourni de choses bien sympas. Nous, on est des malheureux, on n'a jamais une RS6 à vente en magasin. J'ai failli écraser une petite Géraldine. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? A5 à vente, on va aller faire un petit tour par là-bas. e-tron RS GT. Et quand vous regardez, SQ6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, A6 avant e-tron. On est dans les e-trons de toute catégorie, mais vous voyez surtout, c'était pour vous faire une petite balade juste sur le salon pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses à voir sur ce salon et en particulier même sur des marques qui n'ont pas vraiment de nouveautés. Il y a beaucoup de choses sympas à découvrir. Alors on va finir tranquillement sur une A6 Sportback et alors là c'est juste pour la couleur, un petit Q5 sable. On se retrouve chez BYD avec l'Atto 2. Alors vous avez compris que c'est plus petit qu'un Atto 3 qu'on connaissait déjà. Un design assez consensuel avec un petit côté, je trouve que ça fait un petit peu français dans le design. Pas mal de hauteur de caisse. Toujours des coloris de lancement en crème comme ça où je suis pas vraiment fan. C'est assez homogène. Quand notre ami visiteur
sera sorti, on fera un tour à l'intérieur pour voir quelle tête elle a. Alors je vous emmène faire un grand tour chez Mercedes. Grand tour parce que c'est le plus gros stand du salon. On a bien l'impression qu'ils sont chez eux avec du SUV Maybach qu'on voit pas tous les matins. Un coupé aux couleurs AMG absolument brutal. La SL Maybach, je vous ai pris aussi en photo d'une totale discrétion. On va aller faire un petit tour du Clash G électrique mais qu'on a vu un peu de partout. La CLA prototype camouflé, mais on l'a vu aussi avec d'autres camouflages un peu moins forts, c'est toujours intéressant. Allez, je vous emmène du côté du Clash G électrique qu'on va essayer prochainement. Et puis vous voyez, en effet, hein, on n'est pas à Francfort des grandes années, mais quand même la partie dédiée à Mercedes est juste gigantesque. L'installation est un petit peu impressionnante. Une petite EQE, de l'utilitaire rhabillé, EQS, EQA, vous avez compris, une bonne partie sur les véhicules électriques. Et puis on bascule sur la version thermique avec un GLC. Ce qui est assez amusant d'ailleurs quand on regarde le GLC et quand on écoute nos amis de chez DS qui annoncent que leur véhicule est en concurrence avec un GLC, je pense que c'est quand même un petit peu ambitieux. Mais bon voilà, l'important c'est d'avoir des ambitions, dirons-nous. Voilà, de la classe A, de la GLA, un cabriolet enfin un CLE cabriolet, pardon, excusez-moi. Aussi, vous allez avoir bientôt l'essai complet des CLE que j'ai réalisé en plusieurs motorisations. Un GT coupé, chez les Belges, on peut encore acheter ce genre de véhicule et il est présenté. Donc ça fait du bien de revoir des stands comme ça bien fournis. Merci monsieur Mercedes. Et on se retrouve chez Hyundai avec le Ioniq 9 qui est un peu le frérot le V9 chez Kia. La même plateforme, la même taille imposante avec des versions en particulier, je pense, 7 places. Je vais y arriver. L'arrière qui n'est pas désagréable, qui est très tronqué pour optimiser beaucoup l'aérodynamisme. Travailler en noir, c'est aussi un peu sympa, c'est changeant, ça fait très américain à l'arrière, ça fait très break caprice des années 80-90. Le latéral est un peu travaillé pour que ça soit un peu aérien, mais c'est la vitre arrière qui est très biseautée, etc. Il y a beaucoup de choses en termes de design qui sont vraiment très différenciateurs avec le haut des passages de roues avec un trait. Enfin bon, il y a beaucoup de travail et c'est très travaillé, sans doute pour essayer de casser un peu l'aspect très massif du véhicule. Bon, après le verre de présentation pour moi n'est pas obligatoirement la chose la plus passionnante, mais en tout cas c'est intéressant et que ça soit Kia ou Hyundai, il faut quand même des très beaux gros véhicules électriques. Petite découverte du Inster en beige, je trouve que c'est assez sympa, ça fait très japonais et je vais passer vite pour laisser travailler un de mes camarades. L'arrière est assez sympa, c'est assez travaillé mais c'est pas si lourd que ça, je trouve ça assez sympa. On va ouvrir un peu l'intérieur pour découvrir l'intérieur qui à mon avis est très logeable, très optimisé parce que c'est un électrique et donc du coup il y a beaucoup de place à l'intérieur. Un 50-50 un peu comme sur une Twingo, c'est pas de tir à tir, c'est 50-50. Et à l'avant, hop, je me glisse aussi. Là c'est beige, c'est joli, mais c'est un peu plus classique avec 2 écrans et des grands sièges avec des grands dossiers et avec un petit toit ouvrant.